Merci de l'invitation. C'est une espèce de retour au bercail pour moi. C'est ce que je disais à certains d'entre vous. J'ai pris ma photo de finissant de 1998, tantôt dans le corridor, quand je suis passé devant le département de sciences politiques. Donc, une espèce de retour aux sources pour moi qui me fait bien plaisir. Pour, effectivement, là, j'ai 45 minutes, hein? Oui, OK. Donc, 45 minutes, on s'entend, j'ai beaucoup d'acétate, j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai une petite tendance à ne pas enseigner souvent. Donc, si vous me donnez le plancher, c'est sûr que je vais le prendre et que je vais parler vite, fort, et j'espère que ça saura vous intéresser. Mais en 45 minutes, effectivement, j'aurais envie de vous présenter un peu l'architecture de mon dernier livre, en fait, qui est un livre collectif avec plusieurs auteurs qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, de France. Et nous, on a fait une longue introduction. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un peu de cette introduction-là du livre, surtout dans la première partie là, que j'ai appelée enjeu théorique. Et j'ai aussi l'idée de faire quelque chose d'un peu digeste, compréhensible, donc pas seulement de la théorie, mais de vous donner les morceaux choisis, meilleurs exemples que j'ai pris dans première grande famille, puis je vais essayer de porter des éclairages autour des régions de culture algorithmique ou des familles de culture algorithmique, surtout dans ce qu'elles ont de tensions et de conflits à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, les deux grandes familles que je veux développer, la première, c'est la plus connue, donc les algorithmes de recommandation, entre autres ceux qui animent les grandes plateformes. Vous pouvez donc penser à Spotify, Facebook, mais il y a aussi toutes les autres jusqu'à Netflix, et je vais en parler un petit peu. Donc ça sera un premier exemple, j'aurais envie de dire plus classique. Bonjour Véronique. Plus classique. Et le deuxième, c'est l'évolution de mes travaux vers quelque chose d'un petit peu plus compliqué, qui est maintenant un projet CRSH, développement savoir sur les algorithmes de vision, l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, vous allez voir que c'est peut-être un petit peu moins contrôlé, même de ma part, mais j'ai un petit peu l'impression que c'est la nouvelle tendance de la recherche. Donc, je vais essayer de vous parler de ça. Google Photos, premièrement, et le nouveau truc sur lequel je travaille, la reconnaissance faciale, en vous donnant un exemple assez riche et charnu, qui est celui de Apple. Ça va? Donc, ce serait le plan de la présentation. Et si j'attaque ces enjeux théoriques, donc ça fonctionne, oui. Donc, point de départ, c'est bien sûr la nouvelle, j'aurais envie de dire, la nouvelle ubiquité des algorithmes. Donc, l'ensemble des photos que vous voyez, les algorithmes sont partout, dans les systèmes de navigation aérien, sur Tinder, mais Match.com, l'ensemble des sites de rencontres fonctionnent avec des algorithmes. Bien sûr, vous avez tout ce qui s'appelle algo trading, donc la bourse aujourd'hui, qui fonctionne franchement autour de ces mathématiques qu'on va appeler les algorithmes, les cartes de crédit, les systèmes météo, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, tout ça pour dire qu'on est dans ce nouveau paradigme ontologique, la société, la culture est de plus en plus façonnée, travaillée par les algorithmes. Ceci étant, vous ne pouvez pas, d'un point de vue épistémologique, traverser, comme fait beaucoup de gens maintenant, traverser le pont en disant vous êtes dans le monde de l'algorithme avec un L majuscule, un apostrophe majuscule et un A majuscule. Si vous faites ça, vous prenez pour acquis que tout est travaillé par les algorithmes. Et à ce moment-là, il y a un chiasme qui ne doit pas être franchi. Vous n'êtes pas dans l'essentialisation des algorithmes, pour faire de la bonne sociologie, s'entend. Vous n'êtes pas dans la fétichisation des algorithmes non plus. Il faut trouver une espèce de juste milieu. Donc, vous êtes dans une thèse de oui, les algorithmes sont ubiquitaires, mais non, vous n'êtes pas dans The Rise of the Machine, ou, etc., etc. Donc, il faut trouver une espèce de point de rencontre entre, d'une part, une technologie, une forme de calcul mathématique qui va être de plus en plus répandue, et d'autre part, une rencontre presque égal à égal avec une culture qui est de plus en plus travaillée par le numérique, j'aurais envie de dire, et qui donc va être travaillée sur un plan d'égalité. Et c'est ça l'enjeu épistémologique, c'est comment parler des algorithmes comme une nouvelle réalité, j'aurais envie de dire phénomène social total, mais en même temps avec une certaine forme de pondération en disant on ne doit pas arriver à essentialiser ce phénomène-là. Et donc, ça nous amène à l'hypothèse qu'on a voulu développer dans le livre. L'introduction s'appelle What are Algorithmic Culture avec un S. C'est vraiment cette idée qu'il y aurait un passage à une nouvelle ère des technologies de l'information qu'on appellerait l'ère des cultures algorithmiques. Et quand vous avez la citation de Gillespie, entre autres, et on va en parler abondamment, la question de la connaissance, bien sûr, et surtout la question de l'expérience. Comment vous êtes dans une réalité technologique, mais qui va venir travailler des niveaux très, très profonds, c'est-à-dire symboliques, des niveaux de représentationnels, etc., et qui va aller travailler la vie quotidienne des individus jusque dans cette notion d'expérience, mais j'y reviendrai. Donc, comment on peut définir, j'aime pas définir l'objet en tant que tel, mais disons, si on essaie de définir ce que sont les algorithmes, premièrement, on pourrait dire que c'est des formes de connaissances
bien sûr, mais qui sont directement et dès le premier abord des formes d'action également. Et vous ne pouvez pas dissocier la dimension de la connaissance et la dimension de l'action. Et donc, à ce moment-là, vous êtes obligé de faire le pari assez rapidement de dire les algorithmes sont des mathématiques qui n'existent que parce qu'elles sont appliquées. C'est-à-dire, c'est une forme très abstraite, et c'est la force des algorithmes, en fait, c'est d'être complètement labile et de pouvoir s'adapter à toutes sortes de choses, mais ils deviennent effectifs ou performatifs en culture du moment où ils sont capables de s'appliquer. Et à ce moment-là, la dimension mathématique devient, en bon anglais, ce qu'on va appeler du problem solving. On va créer une forme mathématique pour s'attaquer directement à un problème très, très concret. Donc, problem solving, vous pouvez aussi penser à la procéduralité, etc. Dans le fond, ce que fait un algorithme, c'est de classer de l'information, de l'ordonner, de la mettre en hiérarchie. Et c'est à ce moment-là que vous êtes dans cette capacité performative assign meaning, d'assigner, ça se dit mal en français, mais de déterminer des possibilités de signification. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose sur la dimension agentive, c'est vraiment un vieux problème de sociologie, mais à ce moment-ci, vous êtes obligé de faire l'hypothèse de dire il n'y a pas une personne qui dessine un algorithme. Au contraire, vous êtes toujours dans des milliers de petites mains qui dessinent des algorithmes sur lesquels on retravaille, et à un moment donné, on perd le fil de qui a fait quoi dans cette mathématique-là. Donc, vous avez des agents qui sont humains, des mathématiciens, des statisticiens, etc. Vous avez aussi une quantité faramineuse d'agents non humains. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la tour pour faire l'équation, qu'il y a beaucoup de choses non humaines qui rentrent en ligne de compte dans ces procédures-là. Donc, les protocoles, des codes, etc., qui donc répartissent le poids ou la tâche de qui fait quoi, comment et pourquoi. Et à la fin de cette équation-là, vous allongez les chaînes de commandement, pour ainsi dire, ce qui fait en sorte que vous allongez le problème du qui. Qui est responsable ultimement de cette adéquation-là ou cette forme mathématique-là? Et c'est ce que vous avez chez Mathias, donc un problème de responsabilité. Qui doit porter le poids des algorithmes sur ses épaules? La réponse est souvent presque personne. Et on va voir donc, et c'est ce que je vais essayer de développer durant la conférence, ce problème qui est le trou ou le manque de responsabilisation à travers cette nouvelle effectuation de la culture algorithmique. Donc ça, c'est une chose. Autre possibilité, c'est dans l'introduction, on appelle ça « entrench » dans des réseaux, c'est-à-dire qu'ils sont englués dans des réseaux d'action. Vous avez une autre manière d'être englué, on pourrait dire englué dans le temps. C'est-à-dire que les algorithmes sont, c'est ce que je disais tantôt, procéduraux, et donc il y a un avant, un pendant et un après. En amont, ce que vous avez, avant même de mettre en œuvre un algorithme, vous avez toujours ce qu'on va appeler des préconceptions, et en particulier, vous avez un nombre incalculable de billets. C'est-à-dire des préconçus, des idées qu'on se fait de comment ça devrait fonctionner et qui finalement vont introduire un nombre incalculable de distorsions. J'y reviendrai. Donc vous avez cette dimension de biais. Pendant l'action, vous avez ce que je disais tantôt, un espèce d'effritement de la responsabilisation. Donc la complexification des chaînes de commandement qui fait en sorte que l'effectuation même, le pendant, l'action même de l'algorithme est profondément problématique. Et à la fin, en aval, vous avez bien sûr l'idée que, et de plus en plus, vous remarquez que les algorithmes sont en train de devenir un objet culturel. Et ça, c'est une des grandes thèses de Gillespie, et à ce moment-ci, je serais assez d'accord avec lui. On ne pensait pas, parce que c'est supposé être objectif et être purement procédural et mathématique, que ça deviendrait autant un objet de débat et un objet de culture. Et c'est cette dimension-là qui est assez intéressante pour la sociologie culturelle. Donc ça, c'est l'aval. Et donc, ce que je veux essayer de montrer à la fin là, de prolégomène théorique, c'est justement que cette objectivité présumée qu'on donne aux algorithmes, de dire qu'ils vont régler des choses. De fait, ils ne règlent jamais rien. Ils sont toujours dans la promesse de « on va finalement régler quelque chose ». Et vous avancez dans un niveau subséquent de complexification dans lequel la solution est toujours, c'est ce qu'on dit, « always one step away ». Et donc, concrètement, la réalité sociologique, c'est toujours des problèmes qui créent des solutions, qui créent des problèmes, qui créent des solutions, et on est toujours dans cette évolution-là qui fait en sorte que, bon, bien sûr, la culture algorithmique, elle est profondément dynamique, mais aussi qu'elle est probablement problématique. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de dire, c'est pas la manière d'être objectif qui est intéressante d'un point de vue sociologique, c'est au contraire les tensions, les bugs, en bon anglais, on va appeler ça les glitches aussi, c'est l'ensemble des formes d'ambiguïté qui sont au cœur chaque fois de chaque algorithme. C'est plutôt cette dimension-là qu'une sociologie peut apporter que simplement avoir un discours, j'aurais envie de dire, favorable aux algorithmes en disant à peu près comme l'ensemble des sciences computationnelles aujourd'hui qui disent l'algorithme est une solution. Au contraire, la sociologie doit dire regardons l'état du problème plutôt.
OK, donc je vous donne un premier exemple, une première famille qui est ce qu'on a appelé les algorithmes de recommandation. Et je vous donne quelques exemples concrets. Donc, historiquement, et là je parle depuis 5 ans, historiquement, on a fait la rencontre des algorithmes en sociologie d'abord à travers cette dimension-là, des algorithmes de recommandation. Autour de 2010, vous avez les premiers écrits là-dessus, et autour de 2012-2013, vous avez quelque chose comme une sociologie culturelle qui s'intéresse à comment on travaille les goûts à travers des plateformes numériques du type Netflix, etc. Donc, si vous réfléchissez à comment cette rencontre s'est faite, vous arrivez assez rapidement au constat que cette dimension de la recommandation, de la prescription culturelle, de fait, c'est une vieille question de la sociologie. C'est presque une des premières questions de la sociologie. Question de la modernité, question de la critique culturelle, en fait, qui renvoie à tout votre bagage bourdieusien de comment il y a un trafic d'influence entre les individus pour arriver à choisir tel ou tel produit culturel, c'est-à-dire comment les goûts sont un fait social qui est transigé entre des individus. Donc, c'est effectivement une très, très, très vieille question. Ce que vous avez à ce moment-ci, c'est une prescription 2.0. Comment on essaye de... L'effort consiste à cerner... Avant, on utilisait des catégories de personnes, c'est-à-dire les bourgeois, les prolétaires, etc., les gens de droite, les gens de gauche. On avait des catégories assez généralistes de population dans lesquelles on disait le goût de cette catégorie-là égale X, Y, Z. Aujourd'hui, vous essayez de cerner au plus près la prescription culturelle et donc vous êtes en train de faire un raffinement auprès des individus et c'est à ce moment-là que vous avez ce cycle-là qui est de plus en plus précis dans lequel on essaye d'anticiper à grands coups de mathématiques quels seront les goûts. Pourquoi on essaie de les anticiper? Bien sûr pour les satisfaire avant tous ses compétiteurs. Et comment on fait ça? Ben, c'est en personnalisant davantage et encore mieux et en raffinant encore plus davantage. Et donc, c'est ce que j'ai appelé une boucle cybernétique, c'est-à-dire que les gens qui construisent ces plateformes-là, qui construisent les algorithmes, sont toujours en train de vouloir se mettre à la place d'un éventuel consommateur qui est de fait toujours absent, mais qui est toujours imaginé, et on perpétue cette boucle-là. Tant et si bien qu'à la fin, on arrive hypothétiquement, et j'insiste sur le hypothétiquement, on arrive hypothétiquement à ce qui serait le filter bubble, qui est devenu le grand concept de Pariser, mais j'ai assumé que tout le monde avait entendu au moins une fois parler de ce concept de filter bubble. C'est-à-dire que, tendanciellement, vous allez tellement être satisfait dans l'anticipation de votre propre satisfaction qu'on va toujours vous renvoyer des choses que vous aimez. Et donc, il n'y aura plus de dissonance culturelle, vous allez être enfermé dans votre propre bulle. Mais j'insiste sur le fait que cette chose-là, chez Pariser en 2011, elle est hautement hypothétique. Il parlait de Facebook, entre autres, et c'était vraiment une hypothèse. Et aujourd'hui, on commence à trouver qu'il a dangereusement raison, mais j'y arriverai dans quelques instants. Donc, cette machine-là de la prescription 2.0, elle marche à ce qu'on va appeler le behavioral tracking, c'est-à-dire traquer numériquement par mathématiques les comportements des consommateurs et qui, à ce moment-là, vont devenir de plus en plus, j'insiste là-dessus, automatisés. Et donc, c'est ce que vous avez chez Netflix. C'est un exemple très, très rapide. C'est-à-dire que ça, c'est un des grands PowerPoint de la compagnie que j'ai volé sur slideshare.com. C'est-à-dire, ils ne s'en cachent pas du tout, là. C'est leur modèle d'affaires, c'est « everything is personalized ». Et plus c'est personnalisé, mieux c'est. Et quand vous arrivez au Netflix Price, excusez-moi, ça a été un grand effort de relations publiques autour des années 2010 en disant on va donner un million de dollars à la personne ou à l'équipe qui va raffiner au mieux l'algorithme pour être capable d'augmenter la prédictibilité des choix, des goûts, etc., etc. Et vous voyez à ce moment-là que c'est assez important en termes de fric et assez important en termes de plateforme, parce que plus les gens sont satisfaits, plus ils restent sur cette plateforme-là. En anglais, on va appeler ça la stickability, c'est-à-dire vous collez sur cette plateforme-là. Et donc, ce qui est intéressant dans le modèle économique des prescripteurs 2.0, c'est comment ils sont capables de toujours vous réussir à... En fait, ce sont des grandes écologies, comment ils réussissent toujours à vous garder à l'intérieur de leur environnement. Comment? Bien, entre autres, parce que vous voyez qu'il y a un avantage concurrentiel qui est incroyable par rapport aux anciennes plateformes, aux anciens modèles de prescription culturelle, c'est-à-dire que vous avez une mécanique du choix qui est très performante, qui est directement adossée au choix même que vous faites. Donc, Netflix,
déjà, vous avez la mécanique de ce qui vous oriente dans les dédales des centaines de milliers de produits culturels qu'ils ont sur leur plateforme. Et dès que vous avez votre choix, vous êtes dans la consommation. Et il n'y a pas de hiatus entre la mécanique du choix, le choix et l'opérationnalisation du choix. Tout ça se fait de manière segmentée au milliardième de seconde. Et c'est là qu'ils ont été capables de fait de tuer, par exemple, pour ceux les plus vieux d'entre nous, Blockbuster Vidéo, par exemple. Il y a 15 ans, c'était mur à mur, c'était Blockbuster Vidéo. La plupart des gens ici me regardent, genre, j'ai jamais entendu parler de ça. Vous direz, c'était très gros il y a 15 ans, aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Bon, donc ça, c'était juste un petit exemple. L'exemple qui m'intéresse peut-être davantage, c'est celui de Spotify et comment Spotify s'appuie aujourd'hui sur The Econess. Qui a entendu parler de ça un petit peu? Moyennement. Bon, donc, Spotify est aujourd'hui le plus grand streamer de musique au monde. C'est une compagnie suédoise qui a réussi à s'implanter partout en Europe et maintenant beaucoup en Amérique du Nord. Et entre autres choses, ils ont réussi, il y a quelques années, 4 ou 5 ans, à acheter une compagnie de données, qui est purement, en bon anglais, un broker de données, qu'on appelle The Econess. Et l'alliage de ces deux plateformes-là, donc une plateforme que vous ne voyez pas, Econess, vous ne la voyez jamais, mais elle est cachée derrière Spotify, qui est la plateforme que vous utilisez pour streamer votre musique. De fait, c'est l'alliage de ces deux choses-là qui lui a donné la surpuissance de Spotify et qui a réussi à faire en sorte que, par exemple, d'autres streamers du type Deezer, etc., ont été battus en brèche. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que The Econess accumule toutes données possibles et imaginables sur la plateforme. Et pas juste sur Spotify, sur d'autres plateformes qu'ils sous-traitent. Et donc, ça devient une compagnie de données, mais dans le fond, là, vous êtes directement dans du big data, c'est des terabytes de données, de données. Et pourquoi ils accumulent tout ça? C'est ce que vous avez ici, là, la musique intelligence, etc. Là. La question, c'est pourquoi? Et la raison, le but de derrière, c'est de construire ce qu'ils vont appeler des taste profiles, c'est-à-dire certaines personnes qui vont être typiques d'une certaine forme de catégorie qu'on va appeler des leaders ou des gens qui sont des consommateurs plus proactifs que les autres, qui vont leader les tendances, qui vont amener des nouvelles tendances. Ces gens-là, on va les identifier. Et on va construire des milliers de types potentiels au plus près des goûts individuels. Et encore une fois, pourquoi on fait ça en première étape? Parce qu'arrive une deuxième étape, qui est bien sûr l'idée de faire de la publicité qui soit ciblée. Il y a une énorme différence entre les anciennes formes de publicité qui étaient, en bon anglais, at large, et la publicité qu'on va dire numérique et algorithmique aujourd'hui. C'est la capacité d'être très près de chaque individu, de chaque personnalité, en disant « voici la bonne publicité pour la bonne personne ». Si vous réussissez à faire ça, vous éliminez une quantité absurde de mauvaise publicité ou de mauvaise information. Et donc, le modèle économique est absolument parfaitement puissant dans cette capacité à cerner le goût individuel. Et donc, ça, c'est très intéressant, mais de fait, ça ne vient pas sans contrainte. C'est-à-dire que Spotify, malgré le fait qu'ils ont le song understanding, du artist understanding, tout ça, là, reste qu'aujourd'hui, Spotify ne fait pas d'argent. Donc, déjà, vous voyez que ce modèle algorithmique-là de plateforme qui rend la consommation possible, elle n'est pas mature nécessairement parce qu'encore aujourd'hui, elle ne fait pas d'argent. Donc ça, c'est un premier type de contrainte et je vous explique un second type de contrainte. C'est que malgré tout, on s'est rendu compte que les gens qui font l'assise de la compagnie, c'est-à-dire ceux qui écoutent la musique, au final, ils n'aiment pas se faire dire quoi que ce soit, toujours par des machines. Et donc, la recommandation algorithmique a toujours une limite. C'est-à-dire que les gens, on s'en rend compte dans l'ensemble des compagnies de streaming, même chez Netflix, etc., les gens veulent aussi avoir une prescription culturelle qui est un peu plus humaine. C'est-à-dire, votre ami Guillaume vous recommande telle chose. On sait sur Deezer, par exemple, que Guillaume écoute telle chose. Surtout, ce que vous avez là-dedans, dans l'hybridité, c'est cette nouvelle capacité des plateformes à offrir des playlists qui sont éditorialisées par, entre autres, des grands artistes, des grands journalistes, etc., etc. Et donc, jamais on a réussi à traverser complètement la frontière de la recommandation, de l'ancienne prescription à la nouvelle prescription, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que les consommateurs réchignent à passer de l'autre côté. Et la plupart des grands prescripteurs culturels numériques aujourd'hui sont dans cette hybridité-là de la curation-éditorialisation d'un côté et
la mathématisation, j'aurais envie de dire, de l'autre. Et donc, ça pose des problèmes qui, au final, sont tout à fait concrets. Par exemple, problème de contrôle. Qui contrôle la plateforme au final? Est-ce que c'est les gens qui font la recommandation à la main? Est-ce que c'est l'algorithme? Est-ce que c'est les propriétaires de la compagnie? De fait, pour avoir parlé aux gens de Spotify Canada, le gars est à Toronto, il ne parle pas français, il n'a aucune idée de la musique qui est jouée au Canada. Aucune idée. Il s'appelle Vozak, le mec en question, je l'ai rencontré il y a un mois. C'est un gars absolument génial, mais il n'a aucune compréhension, aucune capacité de contrôler, aucune capacité de se dire responsable de ce que fait Spotify au Canada. Eux arrivent de Suède, ils ne connaissent pas la musique québécoise. Vous voyez, il y a une espèce de problème, une espèce de tension qu'on a, en bon québécois, on pourrait dire, c'est une tension qui est inhérente au fait d'être à voile et à vapeur. D'un côté, ils veulent jouer les anciens prescripteurs culturels en disant on aura des playlists, on aura des gens qui vont vous dire écoutez, ça c'est de la bonne musique, etc., etc. Mais en même temps, on se fie énormément sur les algorithmes, entre autres parce que la compagnie vient de loin, etc., etc. Et c'est cette espèce de chevauchement de Spotify parce qu'il s'appuie sur Econis que je veux vous montrer au final. C'est-à-dire, pas comment Spotify fonctionne très bien, mais au contraire, comment Spotify est dans un équilibre fondamentalement instable. Et surtout quand vous allez dans des régions comme le Canada, un marché culturel comme le Canada, vous vous rendez compte que là, à ce moment-là, la question de la responsabilité, la question du contrôle est absolument absente. Ça va? Donc ça, c'est Netflix et Spotify. Et donc, on arrive, bien sûr, à Facebook. Et là, je me suis amusé à parler de l'histoire récente, c'est-à-dire les 2 derniers mois de Facebook, parce que ça m'a paru quand même assez éloquent dans ce que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire pas les derniers événements, entre autres la question des fake news, quoi que j'y arrive, mais plutôt justement la cascade d'événements et la logique derrière les derniers problèmes de Facebook. Et si vous suivez mon argument et que ça fonctionne, tant mieux. Si vous n'êtes pas content, on en discutera à la période de questions. Mais j'essaie quand même de faire la logique des événements et montrer comment une chose mène à une autre sans qu'il y ait une nécessité historique là-dedans. Mais quand même, vous allez voir, il y a un certain engrenage qui a mené aux problèmes, les derniers problèmes de Google. Excusez-moi, de Facebook. Donc, c'est cette idée, premièrement, que Facebook, par le pouvoir et l'influence qu'il a, est obligé, d'une certaine manière, d'être l'objet de l'attention collective et nécessairement d'une certaine forme d'appel à l'imputabilité. Une certaine forme d'appel à l'imputabilité, et c'est cette imputabilité-là qu'il faut définir aujourd'hui. Et donc, la cascade des événements commence comme suit. Premier épisode, ce qu'on découvre au début de l'été à travers la question de ce qui est trendy sur Facebook, donc les trending news, on apprend que, c'est Gizmodo qui nous l'apprend, qui est un site web de culture techno, que de fait, les trends ne sont pas purement organisés par des machines et des algorithmes, mais qu'il y a des gens, c'est Facebook, qui travaillent en bon québécois, à taponner les trends pour dire, ben ça c'est en train d'être important socialement, culturellement, etc. etc. Qu'est-ce qui arrive? Accusation de biais, bien sûr, entre autres. Et là, aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais au début, l'histoire commence, Facebook était accusé d'être trop à gauche, qui est quand même un comble aujourd'hui. Mais au début, Zuckerberg est obligé d'aller rencontrer certains conseillers de Trump, certains commentateurs de la droite américaine en disant non, 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 on n'est pas en train d'être trop de gauche, on n'est pas en train d'avoir un biais à gauche, on est vraiment en train d'essayer de... voilà, il s'en excuse, il dit ben, on essaie d'être neutre, on n'est pas en train de désavantager la droite américaine, etc. Et donc, ce qu'il va en faire au début, Zuckerberg, c'est de travailler cette espèce de notion de neutralité qui va avec la vieille question de la neutralité du web en disant, mais regardez, je veux me garder l'ensemble des avantages qui viennent avec cet énorme pouvoir que j'ai et je réchigne à avoir l'ensemble des conséquences. Et c'est ce que Gillespie appelle le sweet spot d'un point de vue politique. C'est-à-dire, je veux tous les avantages de c'est moi qui contrôle le trafic de tout, mais de fait, je suis neutre et quand il y a un problème, c'est pas moi qui est responsable du problème. Vous voyez, et ça, c'est assez classique d'une certaine manière. Mais entre autres, ce qu'il va faire, au même moment où il va travailler la neutralité au sens de j'ai une objectivité bipartisane, etc., etc., ce qu'il va faire, c'est dire, bien, premièrement, je vais renvoyer l'ensemble des gens qui travaillent dans ce groupe de trend. Et deuxièmement, en les renvoyant, je vais remettre tout à l'algorithmique. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, vous remarquez, c'est qu'il va dire, vu que j'ai une neutralité bipartisane et objective, je n'ai pas à rendre compte de la transparence de mon algorithme. La neutralité ici,
C'est tout sauf la transparence. Jamais il va donner la recette du poulet frit Kentucky, là. Il va dire, non, je suis neutre parce que je renvoie les gens qui travaillent pour mon équipe d'éditorialisation. Donc, je redeviens parfaitement algorithmique. C'est la mathématique qui va décider qu'est-ce qui trend, qu'est-ce qui ne trend pas, et je règle le problème comme ça. Ça va? Et donc, bien sûr, les gens qui travaillaient pour l'équipe, ben, si vous êtes capable de lire, on a été traités comme des chiens, etc., etc. Il y a un début minuscule de débat là-dedans. Donc ça, c'est une première étape. Deuxième étape, cette question qui arrive aussi juste avant les élections, qu'on va appeler la question des glitches, des erreurs et des anomalies. Qui a entendu parler de cette histoire-là que Facebook, à l'intérieur de 24 heures, a tué 2 millions de ses abonnés? Donc c'est au début novembre, il y a une petite erreur de code qui fait en sorte que sur 2 millions de comptes, on envoie la notice « Souvenez-vous de telle personne, il était charmant, etc. etc. » Donc il y a des gens, entre autres, comme Michael Schmidt, qui a dit « C'est très gentil de dire que je suis mort, mais etc. » A bit premature, perhaps. Et justement, les gens commencent à s'inquiéter. Parce que c'est pas une question légère, quand même, la mort en elle-même dans les sociétés aujourd'hui. Je dis c'est quand même une question qui reste fondamentale. Dites capacité de Facebook de tuer plusieurs millions de personnes, plusieurs 2 millions de faits, qui va jusqu'à tuer Mark Zuckerberg lui-même. Et donc, Zuck is dead, etc. Tout ça pour vous dire que des glitches comme ça, des anomalies, des erreurs, il y en a souvent. Ce que vous avez en bas ici, c'est le fondateur de Twitter, qui a aussi à peu près connu le même sorte de glitch, c'est-à-dire son compte a été désactivé pendant 24 heures. Il est obligé de redire que c'était une erreur interne, que son compte a été supervisé. Vous êtes dans une espèce de paradigme où ce type de biais, ce type de bug, ce type d'erreur est accepté comme une forme de nouvelle normalité. On fait comme bon, c'est un non-événement. Et vous avez l'exemple de cet non-événement-là dans la réaction de certains journalistes qui est assez éloquente, c'est-à-dire, bon, par exemple, dans Mashable, reprise de l'envoi de l'explication publique de Facebook, vous remarquez qu'il tient en 1, 2, 3, 4, 3 lignes et quart. C'est-à-dire, bon, on a fait une erreur terrible, on s'excuse. On parle d'une question assez symbolique, hautement symbolique, de vie ou de mort sur des réseaux sociaux qui peuvent être à des longues chaînes, c'est-à-dire intercontinentales, etc. Là, la réponse tient en 3 lignes et quart. On a fait une erreur terrible. C'est tout. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas une eulogie qui est très très longue. Ce n'est pas Trudeau qui parle de Castro, c'est vraiment on a fait une erreur, c'est pas grave, on passe à un autre appel, etc. Et donc la réplique de Jenny Ryle qui est assez amusante, c'est tout ce que vous avez à dire pour avoir effacé autant de gens de ce beau monde. Un vendredi sur quoi? Voilà. C'est le type de nouveau normal dans lequel vous êtes, c'est-à-dire une banalisation, une acceptabilité sociale de ces choses-là, c'est-à-dire des bugs, des erreurs, des anomalies. Un non-questionnement qui vient avec le fait qu'on est paré à l'idée que ça s'en vient et de fait que ça s'en vient de plus en plus. Ça va? Donc là, j'ai fait jusqu'à 15 minutes encore. C'est bon. OK, c'est bon. Donc, j'en arrive à la troisième étape, et là, c'est là que l'argument est plus compliqué. Mais cette première chose-là qui est les trends, cette deuxième épisode-là qui est la question des glitches perpétuels qui a eu, qui a et qui aura, nous amène à ce qui est le dernier épisode en ligne, la question des fake news. Et là, j'essaie de faire l'argument que ce n'est pas une conséquence directe, mais que vous avez réuni au moins les conditions de possibilité pour avoir l'ensemble du scandale dernier, qui est celui des fake news, dit scandale qui a des répercussions énormes, bien sûr, parce que sans être capable de dire que c'est la raison pour laquelle Trump a été élu, vous êtes quand même dans la zone grise qui fait en sorte que ça l'a joué. Disons, restons à ce niveau-là. Ça a eu une influence sur un résultat très pratico-concret, donc performatif, une élection. Et donc, ce que vous avez encore, c'est cette idée que les fake news existent, pas parce qu'ils sont incapables chez Facebook de les contourner. De fait, techniquement, ils sont absolument capables de le faire. Mais parce qu'il n'y a pas cette volonté politique et cette prise de responsabilité-là. Il n'y a aucune volonté d'agir parce qu'ils se sont fait prendre il y a 6 mois avant en disant ben, on est trop à droite, on est trop à gauche, on est trop à droite, on ne sait même plus si on est trop à droite, si on est trop à gauche. Et donc, ils ont mis les freins.
Ils ont plusieurs problèmes techniques aussi qui sont récurrents. Et donc, à chaque fois qu'ils disent, mais si on a la solution, mais si on met en œuvre cette solution-là, peut-être qu'on va créer d'autres problèmes, etc. Donc, vous avez plusieurs niveaux de freinage. Et à la fin, ben, ce qui est arrivé, de fait, c'est qu'on a laissé tomber l'équipe éditoriale. On a mis que de l'algorithmique. Et c'est donc Washington Post qui vous dit, ben, Facebook, depuis qu'il n'y a plus d'éditeurs, depuis qu'on ne le fait plus à la main, cette opération très sérieuse-là, ben regardez, la machine, elle déconne assez royalement. Et ce que vous avez, et là, des déconnes assez royales, vous en avez plusieurs, ça c'est un exemple. Donc Megyn Kelly, pour ceux qui se connaissent, c'est une des vedettes de Fox News. Et là, entre autres, ça s'est mis, c'est une fausse nouvelle que Megyn Kelly avait appuyé Hillary Clinton, qui a été reprise ad nauseam jusqu'à temps que ça devienne la première position. Et de fait, ça, c'est une vraie fausse nouvelle. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que la raison des fake news, c'est que ce qui précède, mais vous avez une cascade d'événements qui fait en sorte, encore une fois, que la chaîne de responsabilisation est tellement élargie qu'à un moment donné, le coût d'option de dire « moi, Mark Zuckerberg, j'interviens dans la réalité » est beaucoup supérieur que de simplement dire « non, il n'y a personne de responsable ». Parce que tant et aussi longtemps qu'il n'est pas imputable, bien sûr, il peut continuer à engager les profits, etc. Vous voyez le genre d'argument. Ça va? Donc ça, c'est une première suite d'événements qui nous amène dans toute cette question-là de la responsabilité, le choix éditorial, la manière qu'on travaille la culture, qui choisit quoi en culture. Une autre mathématique algorithmique qui est de plus en plus importante, et là-dessus, on avance très rapidement, c'est tout ce qu'on va appeler la seconde famille ou l'autre monde qu'on va appeler les Computer Vision Algorithms, qui est moins connu, mais qui est sans doute à la limite plus important. Et je vous parle de ça en 5 ou 10 minutes. Donc, Computer Vision Algorithms, c'est une des forces aujourd'hui de ce qu'on va appeler l'ensemble du mouvement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, au final, ça tient sur 3 choses. Premièrement, l'ensemble de ce qui est le machine learning, c'est-à-dire que vous remplissez les ordinateurs de données jusqu'à temps que par induction, ils découvrent eux-mêmes la solution. Donc, vous avez de l'apprentissage non supervisé, supervisé, etc., etc. Mais tout ça pour dire que vous avez un modèle inductif de prise en charge de la connaissance, premièrement. Dite prise en charge de connaissance par intelligence artificielle qui tourne, premièrement, sur la question de la reconnaissance vocale. Donc, le sens des mots dans des contextes grammaticaux, de phrases, de paragraphes, etc., etc. Et de fait, ça devient très complexe parce que vous êtes dans la finesse de l'intelligence humaine quand vous essayez de comprendre des significations. Vous remarquez qu'à ce moment-là, l'intelligence artificielle est une intelligence culturelle automatisée, mais vraiment en train de travailler des couches profondes de symbolisme et de signification, de langagière, etc. Première catégorie. Deuxième catégorie, et c'est là que les avancées sont le plus importantes, c'est tout ce qu'on va appeler le AI Vision, c'est-à-dire la reconnaissance visuelle par ordinateur. Et là-dessus, le but, c'est ce que j'ai écrit au début, je n'ai même pas mis la référence parce que ce genre de phrase-là, de fait, vous la retrouvez partout. Là. Comprendre, avoir une meilleure compréhension du monde en 3D, sémantique, etc., etc., c'est, en bon anglais, across the board. Le but de l'intelligence artificielle avec les algorithmes de vision, c'est d'avoir une compréhension automatisée de ce qui est le monde visible. Et là, bien sûr, vous dites, ben, c'est assez possible de comprendre une image, mais le but est beaucoup plus important que ça. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez une image, la signification, elle tourne autour de 2 choses. La scène, donc pas juste les objets dans ce que vous voyez, mais un contexte beaucoup plus large, d'où la complexité. Et là, aujourd'hui, on est à un niveau supérieur encore, c'est-à-dire pas simplement la scène, mais la scène dans son évolution, dans son mouvement. Et là, encore une fois, vous augmentez la complexité. Et le but, tendanciellement, c'est d'arriver à une compréhension d'une évolution d'événements dans un contexte visuel. Et quand vous aurez ça, vous aurez des formes d'intelligence artificielle assez développées, merci. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que parce que l'intelligence artificielle est le niveau de recherche peut-être le plus fondamental et en plus grande progression aujourd'hui, ce que vous avez, c'est de la recherche qui est absolument abstraite et qui est financée par qui au final? Vous avez quelques mathématiciens, quelques gens de computer engineering, etc., qui de fait ont besoin, parce qu'il n'y a pas d'application première quand vous êtes dans de la recherche comme ça, c'est de la mathématique quantique, ce que vous avez, c'est des chercheurs d'université
qui ont besoin d'argent des universités, donc des gouvernements, et aussi qui s'associent avec des industriels. Et vous avez une espèce de mélange, ce que Ed Hurwitz va appeler le triple hélice, une espèce de mélange qui est très bizarroïde et qui est en même temps hautement central aujourd'hui, entre autres choses parce que vous avez des gouvernements qui vont rentrer dans une compétition hautement économique, purement essentielle, recherche purement fondamentale, dont les implications vont être absolument concrètes dans 5 ou 10 ans. Et donc, le risque est pris publiquement, mais le bénéfice va être pris privément par des compagnies. Je vous donne un exemple peut-être le plus facile. Quelles sont les implications de la reconnaissance visuelle, entre autres dans le domaine des véhicules automatisés? Il n'y a aucune capacité d'avoir un véhicule qui se meut automatiquement et par lui-même sans cette reconnaissance visuelle hautement, j'aurais envie de dire, tridimensionnelle, temps réel, et compagnie. Donc, les implications se chiffrent en milliards de dollars, et à ce moment-ci, vous avez donc une pression sur la recherche fondamentale qui, entre autres choses, a été rendue possible par les avancées dans les neural networks et compagnie. Okay? Et donc, là, par exemple, vous avez des gentilles personnes, c'est ce que vous avez les dessins, par exemple, c'est une représentation de l'évolution de la base de données qu'on va appeler Microsoft Coco, qui est objet en contexte, je ne me souviens plus le reste des lettres. De fait, tout le monde s'est lancé là-dedans. Tout le monde s'est lancé là-dedans. Chez Google, on s'est beaucoup fié aux travaux de Jeffrey Hinton, qui est à l'Université de Toronto, qui a développé, de fait, c'est très canadien ces histoires-là, c'est ça qui est surprenant. C'est très canadien. Donc, Hinton est à l'Université de Toronto, c'est un des fondateurs des Neural Networks, avec un autre Montréalais qui s'appelle Yoshua Benjo, qui est aussi très important dans le monde de l'intelligence artificielle, qui lui travaille un peu avec tout le monde, mais surtout avec Google. Et la troisième grande figure de ça, c'est Yann LeCun, qui travaille à l'Université de New York et qui est aussi le Chief Scientist chez Facebook. Vous voyez l'espèce d'environnement que vous avez dans lequel, encore une fois, la recherche, elle est absolument fondamentale, mais elle doit trouver des applications très rapidement. Et si je parlais tantôt des objets en mouvement, c'est un niveau de complexité à la limite future. La réalité aujourd'hui, c'est que des images fixes, on est assez capable de les comprendre. Même si ce n'est pas encore à point comme technologie, on va dire sur les images fixes, on va l'appliquer. Vous imaginez, la porte est bien sûr grande ouverte sur billets, objets de débat et compagnie. Vous voyez? Et donc, c'est le premier exemple. C'est ce qui s'est passé de fait dans Google Photos, et je vous en parle pendant 1 minute. Donc, Google Photos, c'est ce grand truc d'apprentissage supervisé, machine learning, etc. Google Photos a besoin de millions et de millions de photos pour s'améliorer. Bien sûr, à ce moment-là, Google a dit, on va offrir Google Photos aux consommateurs gratuitement. Donc, les consommateurs ont juste à uploader leurs photos de famille. Et en quelques mois, bien sûr, vous étiez rendu à 50 milliards de photos. Si vous voulez une bonne base de données, là, gratuite, 50 milliards de photos et en mouvement, c'est quand même un bon début. Et donc, ce que fait un algorithme assez rudimentaire, encore une fois, de reconnaissance d'image, et là, on ne parle pas de mouvement, etc., c'est d'essayer de dire, la scène, là, essentiellement, c'est ça. Et essentiellement, c'est ça, quand vous avez, par exemple, Airplane, ça va pas trop mal, et là, bien sûr, erreur, bug, billet et compagnie. Quand on est arrivé à ce jeune homme qui s'appelle Free Brescia, il y a eu ce scandale voulant que, voilà. Donc, Google avait annoncé sur le profil du mec en question que lui et sa copine étaient des gorilles. Et lui s'est plaint sur Twitter en disant, c'est quoi, non, ça dit, non? Google photo, you'll fuck up, my friend's not a gorilla. Que fait Google? 24 heures, 36 heures. On s'excuse, même chose que Facebook tout à l'heure, là. Facebook avait tué 2 millions de personnes, c'était pas de leur faute, ils s'excusaient. Ici, Google, c'est pas vrai que Google est une compagnie raciste, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que par défaut, par biais, par algorithmique, par mathématiques, il y a ce genre d'erreur de biais-là qui est construit. Et donc, Google est obligé de s'excuser. L'algorithme était half-baked. C'était semi-bien fait. Ils s'exposaient à ce genre d'erreur-là, et de fait, ça n'aurait pas été celle-là, ça aurait été une autre erreur. Et ils sont toujours en mode réaction, c'est-à-dire on s'excuse, etc. C'est ce que je disais plus tôt sur la question de la nouvelle normalité. Donc, le mec en question n'a jamais poursuivi Google. Ce
qui est arrivé, c'est qu'il a pseudo-accepté les excuses et on va continuer à... Mais la question des biais, la question des erreurs, elle est beaucoup plus fondamentale que ça. C'est-à-dire que, historiquement, vous avez toujours eu des compagnies qui travaillent sur les images, même jusqu'aux premières photographies, même jusqu'à chez Kodak, qui ont toujours assumé que le modèle de base, c'est le modèle du caucasien, c'est-à-dire des personnes blanches. Et chez Kodak, ça a toujours été un problème. Les machines n'étaient pas organisées, formatées pour calculer des gens qui étaient autres que blancs. Et chez Google, c'est la même chose, etc. Et donc, vous avez, par exemple, ici, on le voit un peu mal, mais l'Association des libertés civiles américaines qui vous dit, ben, regardez, on s'en fout d'une certaine manière de ce scandale-là, c'est épidermique. Il faut savoir que l'ensemble de ces dispositifs-là de reconnaissance faciale vont toujours... Oh, on a perdu les gens. Non, ça va? Ça va, Montréal? On ne vous a pas perdu? C'est bon, OK. Donc, l'ensemble de ces dispositifs de reconnaissance faciale travaillent quelque chose de beaucoup plus fondamental en termes de biais, d'erreurs, etc. Ce que dit aussi l'ACLU dans ce communiqué-là, c'est que il faudrait s'intéresser à ça. Il faudrait en faire un problème social fondamental. Et en le disant, ils affirment leur propre contre-productivité. En le disant, ils admettent le fait que c'est combien difficile de faire de ces choses-là autre chose que des scandales épidermiques. Et comment c'est difficile d'avoir une discussion sociale fondamentale sur l'importance de la reconnaissance faciale, comment ça va travailler la culture, la société, etc. Et donc là, vous avez une espèce de difficulté fondamentale à admettre qu'on a un problème fondamental. Et chez Google Photos, c'est un exemple parmi d'autres. Et ce que vous avez de fait, c'est l'ensemble de la mouvance de l'intelligence artificielle sur les images qui est de plus en plus en train de mettre sur le marché des dispositifs qui sont, encore une fois, half-baked. Et donc, je vous ai donné un florilège ici, là, des trucs de reconnaissance faciale, ça pleut aujourd'hui. Et presque pas de réflexion sociale, presque pas de réflexion juridique, culturelle est associée à ça. Donc là en haut, c'est des représentations pseudo-artistiques de la chose. Et bien sûr, les implications sont énormes. La première photo ici, par exemple, c'est dans le commerce au détail. Bien sûr, vous pouvez jouer à défense. Donc l'ensemble des gens qui auront volé dans votre magasin avec reconnaissance faciale, vous serez capable de les attraper a posteriori, les empêcher de rentrer dans votre magasin. Ou vous pouvez jouer offense, c'est-à-dire vous avez un client qui rentre dans votre magasin, vous l'identifiez, c'est Louis-Simon Corriveau, lui il achète toujours des couches pour ses enfants, il y a un rabais de 2 $ sur, etc., etc. Vous avez dans les aéroports, l'exemple du milieu, des lits, mais j'en ai trouvé des centaines, l'ensemble des aéroports du Moyen-Orient, l'ensemble des aéroports asiatiques et beaucoup des aéroports nord-américains aujourd'hui disent que, bon, de fait, on va avoir cette technologie-là d'ici 1 ou 2 ou 3 ans. Et donc, même le maire de New York qui est en train de penser à ce genre de dispositif-là, parce que la dimension sécuritaire, bien sûr, est aussi fondamentale. Dite dimension sécuritaire qui est, je ne vous le cache pas, une business de centaines de millions, sinon de milliards de dollars. Ça va? Mais bon, tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose qui, encore une fois, sous-tend ça et qui est intéressant d'un point de vue sociologique culturel, c'est comment vous êtes en train de retravailler la perception du monde, les notions d'expérience, les notions plus fondamentales, à la limite plus charnues de ce qu'on va appeler la mise en scène du monde de fait. Et là, j'ai trouvé ce dernier exemple en date qui est que fait Apple là-dedans. Et Apple est un des précurseurs de pas de la recherche fondamentale de fait, mais de la mise en application de cette recherche fondamentale. Et là, ça, c'est la grande conférence de Apple de cette année, donc. Et là, ce que vous avez, c'est Apple qui est absolument fier de dire qu'aujourd'hui, les avancées dans le computer vision est quelque chose qu'on va appliquer. Même si, encore une fois, ce n'est pas tout à fait résolu, ce n'est pas tout à fait contrôlé, on va le faire parce qu'on va être les premiers. Et de fait, on va être les premiers et vous allez en bénéficier. Et donc là, j'essaie de partir la petite vidéo qui dure 2 minutes. Et bien sûr, vous êtes pris avec les 15 secondes de pub qui vont avant. Donc, je m'excuse pour les 15 secondes de pub avant. Mais la vidéo vaut le coup si ça peut marcher. Always be prepared, right?
thought it was too easy. MacGyver, CBS Fridays. C'est là que ça commence. So let's take a look at photos. So we see there's a photo album here of a family, but what you'll notice at the bottom is this new tab called Memories. Let's take a look. So we can see here there are a number of memories that have been offered up into this memories feed. And at the top there's a vacation that the system has spotted where the family took a trip to Tahoe City. Let's dive in and take a look at a memory. So now I can tap Show All and actually see a grid of every photo that was taken, but you can see how the summary intelligently draws out the most special photos into these highlights that are really great to browse. Now if we go further down, we see that it's actually pulled out a set of people that are in the photo. The family, grandma and grandpa and uncle, and a map of the location where all of those photos were taken. And down here at the bottom, we have related, other memories I might want to see related to this one. And it's really smart. So you see that the Santa Cruz and 4th of July memories, well, grandma and grandpa were both on the trip in Tahoe City and in these, so those are offered up as related. And this Tahoe City trip was an outdoor vacation, so it offered up another one, like Alaska. And you can see there's another time the family was also at Tahoe City, but this time in the winter. I'm going to jump into that related memory. And you see once again, we have photos and videos at the bottom, but I want to highlight the movie up here at the top. You know, we all take so many pictures and movies, and we never go back to actually assemble them into something we want to watch. But now our iPhone can do that for us automatically. Let's see what the iPhone has created for this memory. Now, when you have a memory like this, you often want to share it. And sometimes you might want to make it a little shorter, say, for sharing. So I can just use this slider at the bottom and say I'd like it to be shorter. And maybe I want to change the mood a little bit. You notice there's a mood slider just up above there, and that was a pretty great snowball fight. So I'll pick Epic. And based on these changes, it's going to completely re-edit the movie to new music. Let's take a look. That's pretty epic. Donc, il y a un mot en anglais qui est assez rarement utilisé, c'est intelligibly. Vous avez remarqué? Ça a choisi intelligemment. Il n'y a presque aucun francophone qui utilise ce mot-là en anglais. Et il y a un autre endroit dans le film où il dit l'ensemble de ces photos que vous prenez, que vous regardez jamais parce que c'est trop long à organiser, etc. Votre propre vie que vous prenez en photo par en avant, vous n'êtes jamais capable de retourner par en arrière. Nous, avec cette reconnaissance faciale-là, on va être capable de la prendre en charge. De fait, ce rêve-là existait dans la première version de Google Glass, par exemple. Vous prenez tellement de photos, on va vous les choisir pour vous, les bonnes photos. Parce qu'on a des capacités d'éclairage, on comprend les choses mieux que vous. Et de fait, j'aime bien cette vidéo-là parce qu'elle effectivement est assez épique, mais aussi elle vient retravailler des couches assez profondes de l'expérience humaine. Là. La mémoire, votre famille, vos vacances, etc., etc. C'est pas de la reconnaissance faciale d'aéroport de terroristes. C'est vraiment du monde vécu, c'est vraiment du Irving Goffman 101, d'une certaine manière. Et donc, à la fin, et je termine là-dessus, là, je vois que le temps passe, vous êtes obligé de vous poser la question, comment on est en train de descendre dans la culture au lieu de monter vers la technologie? Et je vous explique ce que je veux dire par là. De fait, vous avez une première équation qui est, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes légaux, tout simplement assez banals à la question de la reconnaissance faciale? La réponse, c'est oui. L'ensemble des grandes plateformes vont avoir ce type de débat-là, et entre autres, déjà, à travers une loi aux États-Unis, qui est celle de la législation de l'Illinois sur la défense de la vie privée, Google a déjà un problème avec cette loi-là. Ils sont déjà en forme de procès. Là, vous dites, bien ça, c'est la partie construite mathématiquement. Le droit est une formation sociale qui est tout à fait légitime, mais qui n'est pas aussi profonde que, par exemple, les photos. Bon, voilà, et les histoires. Le truc avec ça, c'est que n'importe quel problème ou solution que va être trouvé par les législateurs, ces plateformes-là vont être capables de s'adapter. Et donc, il n'y a pas un enjeu juridique frontal. Il y a un enjeu juridique, bien sûr, dans la reconnaissance faciale qui est, j'aurais envie de dire, oblique. Il y aura un législateur qui dira, vous avez telle limite à respecter.
et on va travailler cette limite-là. Et donc, ça, c'est une chose qui n'est pas légère, mais qui se travaille, l'enjeu juridique. Plus fondamental est la question, par exemple, du default mode. C'est la même chose dans les photos, par exemple. Vous êtes là dans des machines, Apple 7, Apple 8 qui va sortir, qui viennent avec cette technologie-là. Il y a certaines applications sur un iPhone aujourd'hui que vous ne pouvez pas enlever. Par exemple, l'application iPhone Watch, vous l'avez comme icône, vous n'avez pas de watch, vous ne voulez jamais en acheter, bien, vous ne pouvez pas l'enlever. Ça va venir de facto, par défaut. Et vous allez nécessairement, par défaut et par forme d'obligation passive, rentrer là-dedans. Même chose en termes de consommation passive. Il n'y a aucun mécanisme en bon anglais qu'on va appeler de opt-out. Vous ne pouvez pas dire non, moi je ne suis pas là-dedans. Il y a très très peu de manières aujourd'hui, ni d'acheter ni Apple, ni personne, ni dans les aéroports, où vous pouvez vous retirer de la reconnaissance faciale. Il y a certains hurluberlus qui ont dit « je vais vous vendre une certaine forme de lunette qui fait la distorsion », je ne sais pas si vous avez ça, mais ce n'est pas une vraie solution. La capacité à se retirer de ces systèmes-là est de plus en plus ténue. Et je finirai sur ce troisième point-là, et en faisant une comparaison avec Google Glass, encore une fois, sur un truc que j'avais beaucoup travaillé avec Louis Melançon à l'époque, un de mes étudiants. On avait fait l'argument il y a 3 ans, on disait Google Glass est un produit qui n'a jamais existé. Et donc, on a vendu a priori l'existence des Google Glass. Et de fait, les gens n'ont pas vraiment accepté ça. Parce que ce n'était pas encore une réalité. Les gens ont dit Google Glass, les gens ont l'air débiles avec ça, c'est con, ça ne marche pas, on n'en veut pas. Et la compagnie a pris acte de ça et n'a donc jamais sorti le produit. Ce que vous avez avec la reconnaissance faciale, c'est une autre forme d'agentivité, c'est une autre forme de connaissance. C'est-à-dire qu'ils s'en vantent ici, mais en général, on s'en vante relativement peu. Ce n'est pas une technologie qui est tambour battant. C'est une technologie qui travaille, encore une fois, des couches profondes de la société, j'ai presque envie de dire la civilisation, mais qui ne s'annonce pas comme telle. Et vous pourriez presque faire l'argument de dire il n'y a pas un battage médiatique ou il n'y a pas un battage culturel pour faire accepter cette technologie-là. De fait, ils ont presque pris acte de certaines résistances a posteriori en disant on va le mettre en œuvre et on réglera l'objet du débat plus tard. Et en faisant ça, ils ont inversé la charrue et les bœufs, et c'est peut-être ça, de fait, qui va faire que cette chose-là, elle a, au moins hypothétiquement, de très, 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 très bonnes chances d'être socialement acceptée. Alors que, je retournais là-dedans il y a la semaine dernière, les premiers articles scientifiques qui parlent de la reconnaissance faciale commencent toujours par non, no way, ça ne marchera pas d'un point de vue juridique, d'un point de vue humain, jamais on va en vouloir. Les journalistes, il y a 10 ans, il y a 5 ans, disaient c'est impossible, c'est inacceptable, etc. Et aujourd'hui, vous remarquez que cette opposition-là, elle est complètement en train de s'effriter. Et que là, à grands coups de spectacles comme ça, ben, on va rentrer dans les mœurs, les vies quotidiennes des gens, etc. Et je pense que je vais arrêter là-dessus. Voilà, donc je